La place est déjà noire de monde. Drapeau français sur l'épaule, pancarte à la main, tous voulaient être là. L'année 2015 restera gravée dans nos mémoires. Une année meurtrière qui aura débuté par une fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo et se sera terminée dans un bain de sang au cœur de la vie parisienne. Chaque Français, chaque citoyen, chaque communauté religieuse a été touchée dans son cœur. Et malgré tout, nous continuons à espérer. Place de la République, un lieu devenu le symbole du recueillement. Ici, le 11 janvier 2015, se sont rassemblés près d'1,5 million de personnes. C'est là que nous retrouvons François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Il revient sur cet élan fraternel. On a vraiment eu le sentiment qu'il fallait là être présent, ce jour-là. On a tué, ou on a essayé de tuer la liberté d'expression. On a essayé de tuer d'une certaine manière la République, le vivre ensemble, et on n'y est pas parvenu. Et lorsque j'ai demandé aux protestants d'aller manifester, j'en ai retrouvé de très nombreux, ici mais aussi dans les rues adjacentes, dans les boulevards. Ça a été vraiment un moment important. La société est très violente, elle traverse des crises, et en ce moment des crises extrêmement douloureuses, mais chacun à sa place peut assumer sa fonction de paix, sa fonction de lien, sa fonction de respect aussi. Le christianisme n'est pas le tout, l'islam n'est pas le tout, le judaïsme n'est pas le tout, et l'athéisme non plus. Mais c'est l'ensemble qui forge, sous le regard de Dieu, et ça c'est ma conviction, cette trajectoire dans laquelle nous sommes emmenés. Et ce qui s'est joué, je crois, à ce rassemblement de la République, c'est quand même très étrange. C'est un appel auquel tout le monde a répondu. Peut-être qu'on est en train d'inventer une nouvelle façon de vivre la société française, ou la société européenne, qui fait face à des défis, à des problèmes, des vrais problèmes, qui dans sa diversité, dans sa pluralité, trouve les ressorts pour maintenir le lien. Moi je le crois vraiment. Le fait associatif, le fait religieux, le fait politique, le fait syndical, tous ces faits-là contribuent, je crois, au vivre ensemble, qui seront plus forts que les faits terroristes. Frédéric de Coninck est sociologue et chercheur. Avec lui, nous allons essayer de cerner ce qui peut déclencher des événements aussi dramatiques. Il nous donne des clés de compréhension de cette réalité à laquelle nous devons aujourd'hui faire face. Pour moi, les actes terroristes, en tout cas les commanditaires des actes terroristes, sont des gens qui mènent une stratégie militaire. Donc c'est un acte de guerre dont on peut penser ce qu'on veut, mais c'est une stratégie militaire comme une autre qui est possible. Après ça, les personnes qui servent d'instruments à ces stratégies, c'est autre chose. C'est-à-dire que forcément que des personnes relativement jeunes aient pu se laisser happer par ce genre de mirage, ça a quelque chose de relativement effrayant. Ça montre à quel point on est dans une société où on a énormément de mal à partager ce qui en fait a de la valeur dans la société, ce qui compte. On sait qu'il y a des gens qui n'accèdent pratiquement jamais à l'emploi. On sait qu'il y a des gens qui passent pratiquement toute leur vie dans l'économie parallèle. Tout ça, c'est des choses qu'on sait. Alors les conséquences, on les voit. Mais d'un autre côté, ça ne fait que révéler des fractures qui sont, hélas connues et face auxquelles on n'a pas tellement de moyens d'action. Donc je pense que cette construction du lien social, aujourd'hui, malheureusement, elle est hors de portée de l'État. C'est-à-dire que l'État peut faire, je dirais, ce qu'il peut, mais il y a toutes sortes de choses qui lui échappent parce qu'aujourd'hui, il y a des logiques économiques qui sont des logiques extrêmement brutales, extrêmement violentes, qui en fait rejettent les personnes. On n'a pas vraiment non plus réussi à proposer des projets, par exemple, sur une base locale, des projets associatifs. Bon, heureusement, il y a des tas d'associations qui sont actives sur le terrain, mais je trouve qu'aujourd'hui, l'action publique n'arrive pas vraiment à capitaliser sur toutes ces poussières d'action associative.
Il y a des discours généreux sur finalement on est tous semblables, etc., etc. Quand on veut les mettre en pratique, on s'aperçoit à quel point ces choses-là sont difficiles à vivre, à la fois à quel point elles sont riches et à quel point elles sont difficiles à vivre. Et ça explique pourquoi on rencontre aussi de nombreux échecs dans ces situations-là. Montpellier, quartier La Paillade. Ici, vivent près de 20 000 personnes. Un endroit où la mixité sociale a quasiment disparu et où les difficultés sont importantes. Ticia Esbanti y est pasteur de l'église protestante unie depuis bientôt 10 ans. Bien intégrée dans la vie du quartier, elle a constaté une évolution de certains comportements au sein de la communauté musulmane. En 2015, une vingtaine de jeunes, des familles entières, ont rejoint la Syrie. Une nouvelle épreuve pour ce quartier où la radicalisation est inquiétante. Le fanatisme, ça tombe pas du ciel. Justement, par rapport à ceux qui font ces abominations au nom de Dieu, le fanatisme, c'est pas de là-haut que ça vient d'en bas. C'est quelque chose de souterrain, c'est quelque chose qui pousse sur un terreau, qui a participé lentement, longuement, sur du mépris, de l'exclusion, du non-sens, de l'absence d'humanité, d'accompagnement. Je pense que ce qu'on peut faire, déjà, c'est regarder l'autre. Merci monsieur, c'est gentil. Allez monsieur, merci beaucoup. Alors voilà, aujourd'hui je prends des trucs un peu exotiques avec les noix et puis le citron. Bonjour. Si je salue mon voisin, je ne vais pas lui mettre une bombe, je ne vais pas lui nuire. Donc la salutation, pour moi, c'est un premier geste humain, fraternel, basique. Bonjour. Puis avec tout ce que la salutation signifie pas en français, parce que c'est un peu plat, mais voilà, en arabe, en hébreu, le salam, le shalom, c'est une salutation qui veut du bien à l'autre. Alors la notion de fraternité, c'est intéressant parce qu'elle est devenue complètement actuelle, réactualisée, elle est revenue à la surface en France depuis les attentats. Avant, oui, ça fait partie du fronton des mairies, mais c'est surtout la liberté qui est importante, et puis l'égalité. Alors même si on n'y arrive pas, en France, c'est ça qui est important. La fraternité, soudain, on a compris, on a senti en tant que citoyen français que cette fraternité avait été oubliée, malmenée, considérée comme une petite valeur morale, sympathique, mais pas vraiment prise au sérieux. Et là, hop, elle ressort. Et ça, c'est très très bien. On est très heureux de voir toute cette foule qui est là. C'est important que nous manifestions entre religieux, entre représentants des différentes religions, que nous sommes tous frères, comme nous sommes frères avec tous les autres. Et c'est dommage quand même que certaines personnes ont tué parce que la personne appartient à une religion. Là, nous marchons ensemble pour dire ce n'est pas la religion qui va nous diviser, au contraire, c'est la religion qui va nous unir. Il y a plusieurs choses qui m'ont émue. Il y a d'abord cette gravité, cette solennité qui inspire un mouvement et un sentiment de communion. Nous marchions ensemble avec l'imam, le rabbin, et puis l'évêque, le président de l'Église protestante unie et moi-même. C'est important que l'on marche ensemble. J'ai remarqué aujourd'hui dans ce mouvement que les gens étaient impressionnés de nous voir ensemble. Ils nous acclamaient, ils nous disaient merci. Eh bien, je pense que c'est une image forte qu'on leur a montrée et elle doit rester dans les mémoires. Là, ils étaient ensemble et c'était une très très bonne nouvelle de voir ces jeunes de toutes origines, parce que j'ai regardé ces jeunes qui ont applaudi et je me suis dit là on a réussi quelque chose malgré la détresse de la situation et ça il faudrait pas l'oublier. Hélène Vandeventer est conseillère principale d'éducation dans un lycée professionnel de Nîmes. Un établissement situé dans un quartier défavorisé, avec une population très métissée qui connaît de véritables difficultés sociales et économiques. Les attentats de janvier 2015 ont suscité de vives réactions chez les lycéens. Le corps enseignant a dû s'employer à les canaliser. La question, c'était pas d'analyser ce qui se passait, on n'était pas dans l'analyse, mais on était dans un peu l'urgence de faire exprimer, de savoir comment faire pour que les élèves s'expriment. Et c'était fantastique, c'était incroyable, quoi. On soupçonnait pas déjà qu'ils pouvaient s'exprimer autant et qu'ils avaient tant de choses à dire. Et je trouve qu'il y a une force dans la jeunesse, une force presque naturelle d'aller de l'avant. Bonjour Hélène. Bonjour Jean. Jean Cantonier est surveillant dans le même établissement qu'Hélène Vandeventer.
Il est témoin au quotidien de ce que vivent les élèves. Lui aussi a été choqué par les attentats et touché par les manifestations qui ont suivi. Beaucoup d'entre eux n'ont sans doute jamais lu Charlie Hebdo. Pourtant, ils ont scandé son nom comme un symbole de la liberté assassinée. Avec mon mari et mes enfants, on a été surpris de l'effervescence qu'il y avait à ce moment-là, de toutes ces personnes qui descendaient dans les rues. Spontanément, je me suis dit, je vais rencontrer des élèves. Bon. Et puis petit à petit, je regardais à droite à gauche et je me suis aperçue que là, on n'a pas un profil, par exemple, de notre lycée. On est fiers d'être français. Donc tous les personnages que je vois pas, par exemple, des élèves issus de la population maghrébine. Très peu, en tout cas, à la marge. Je pense que tout ce qui touche aux questions racistes, fondamentalement, c'était un petit peu enfoui. Peut-être on n'en parlait pas. Et c'est vrai que l'événement de Charlie Hebdo a relancé le débat, la problématique, a relancé le conflit. C'est ça qui reste encore aujourd'hui bien présent dans le quotidien quand même, de gérer des problèmes de racisme. Mais dans tous les sens. Hein. On n'est pas dans un cliché particulier. Hein. Je peux ressentir parfois avec certains élèves cette barrière-là qui peut avoir communautaire ou ce mal-être qu'il y a de ce qui s'est passé. Le vivre ensemble, il est possible. Le problème sur lequel on est confronté tous les jours, c'est la méconnaissance et les stéréotypes qu'on a sur la religion de l'autre, sur la culture de l'autre. Comment être acteur de paix dans ces moments-là? Comment on va amener aussi une certaine sérénité qui nous amène à avoir un certain recul sur ce qui se passe et qui est grave. Pas dans la précipitation, mais à la fois dans une réaction paisible et sereine pour prendre du recul. Et là, ma foi, incontestablement, c'est une source pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je sens une limite, quand je sens que je ne respecterai plus, je ne comprendrai plus l'élève qui est devant moi, je n'arrive pas à le comprendre. Ça m'arrive, hein, évidemment. Mais c'est là que ma foi intervient. C'est là que mon enracinement dans l'amour de Jésus, de Dieu, est important. La charte de la laïcité, je pense que c'est une bonne chose. Déjà parce qu'on en parle et qu'on n'en parlait pas beaucoup. Ensuite, la laïcité, c'est complexe. C'est très difficile d'éduquer à la laïcité. C'est compliqué parce que derrière ce mot, on y met beaucoup de choses. Et je crois que c'est difficile pour des élèves de comprendre ce que c'est. Pour eux, ils confondent laïcité et anti-religion, alors que c'est pas du tout l'anti-religion, bien sûr. Et je crois qu'il va falloir qu'on travaille un petit peu plus en mode éducatif, de savoir comment essayer d'avancer là-dessus. Mais je crois que déjà, ça démarre sur le fait de se positionner chacun des enseignants et de voir qu'est-ce qu'on a envie de dire là-dessus. Voilà, qu'est-ce que c'est vraiment. Une laïcité mise à mal dans certaines sociétés où les religions ne trouvent plus leur place. Les stratégies des extrémistes tentent à corrompre les valeurs humanistes et spirituelles construites au fil des siècles. Olivier Abel est philosophe. Il a vécu et enseigné pendant 4 ans en Turquie. Son regard sur les événements est empreint de cette expérience au contact d'un islam, aujourd'hui en souffrance. L'islam attaque toujours l'islam. Il s'attaque lui-même. Il y a des ruptures. C'est pas seulement sunnite, chiite. Et Daesh, c'est vraiment une situation tout à fait nouvelle et tout à fait effrayante parce que c'est un régime capable d'absorber des nouveaux convertis, en général occidentaux. Hein. Il faut imaginer que la Belgique envoie, je crois, 90 fois plus de djihadistes que l'Égypte dans Daesh. La plupart du temps, ce sont des convertis de nos banlieues qui vont là-bas et qui occupent un territoire. Ils ne connaissent pas l'islam, ils ne connaissent pas les traditions. Il y a une sorte de folie. Et donc, ils rentrent dans un régime totalitaire dans lequel, pour y être, il faut y adhérer de plus en plus, être de plus en plus dedans, de manière folle, de manière suicidaire. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui se passe dans l'islam qui est très grave. On est à l'âge d'une religion Internet, donc une religion sans médiation, sans théologie, sans formation, sans canalisation. Voilà, c'est ça qui accentue, qui accélère la radicalisation. Le religieux est devenu sauvage. Il n'est plus canalisé, et entre autres, il n'est plus canalisé par la théologie. Et la théologie, c'est justement l'art d'interpréter. Et ce qui est écrasé aujourd'hui, on n'interprète plus, on applique directement. On prend un verset de la Bible, on l'applique. On prend un verset de la charia, on applique. La civilisation, c'est l'interprétation.
c'est l'art d'interpréter. Et la théologie, c'est justement cette canalisation par des dogmes qui sont eux-mêmes issus de conflits d'interprétation, mais des conflits d'interprétation qui se sont peu à peu installés, qui sont devenus épais. Après, on dit, oh là là, pourquoi tous ces dogmes, pourquoi toutes ces institutions? Mais il le fallait parce qu'il y avait une énergie à tout faire péter. Mais aujourd'hui, où on est face à une énergie qui est en train de tout faire péter, il faut comprendre qu'on a besoin de cette canalisation, on a besoin de théologie, et que c'est vraiment de l'intérieur de la foi. Il faut prendre, c'est pas seulement des savants qui vont dire ce que c'est que l'islam, il faut que ce soit des croyants qui, de l'intérieur, disent, interprètent, réinterprètent le Coran. Ce qui est grave dans ce qui s'est passé, c'est des gens qui pensent que eux, pauvres petits mecs, ils vont défendre, eux, l'honneur de Dieu. C'est ça qui est monstrueux. C'est croire que Dieu est à la merci, je dirais, de nos capacités à l'attaquer ou à le défendre. C'est ça qui est proprement ridicule d'un point de vue proprement théologique. 13 novembre 2015. De nouveaux attentats frappent le cœur de Paris. Le bilan est terrible. 130 morts et plus de 350 blessés. À peine remis des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, nous voilà devant une horreur qui prend une autre dimension. Des lieux de partage et de convivialité, stades, salles de spectacle, terrasses de café, sont visés par les terroristes. C'est notre manière de vivre et notre civilisation tout entière qui est attaquée. L'émotion est forte face à l'incrédulité. Ça vous fait quoi de revenir là, après le 13 novembre? Vraiment, je suis très très ému là. Et je ne pensais pas du tout revenir ici. Je pense que revenir à janvier dernier, janvier 2015, et passer par là, passer par le 13 novembre, c'est une épreuve, je pense, pour beaucoup. Pour les familles, évidemment, pour toutes ces personnes blessées qui vont vivre ça toute leur vie. Mais aussi pour, je crois, chacun de nous. Nous entrons, au fond, dans un temps où nous ne pourrons pas nous habituer au terrorisme, mais où il faudra vivre avec. Joël Dahan est pasteur et aussi père de 3 enfants. Comme tout le monde, il a été profondément choqué par l'horreur des attentats. Pourtant, il est entré dans une forme de résistance spirituelle. Et l'évolution de certaines mentalités qui tendent vers l'affrontement et le conflit l'inquiète. Si on tombe dans la peur, la colère, et on fait une atteinte à notre fraternité, c'est-à-dire la suspicion des autres, alors on fait gagner les terroristes. Il faut être réaliste. Et c'est parce qu'on est réaliste, et ça c'est dans la foi chrétienne que je le dis, c'est-à-dire c'est parce qu'on dit la mort, c'est parce qu'on dit le mal, parce qu'on est réaliste et qu'on ne fait pas du déni de ça, qu'on peut dire derrière la vie, qu'on peut dire la justice, qu'on peut dire le combat spirituel qu'il faut pour après faire avancer les choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, les musulmans, les juifs et les chrétiens accepteront de bouger de leur lieu pour aller chez les autres et partager un repas, même si on a des différences alimentaires. Déjà, le fait de boire un coup ensemble et de partager un repas, ça fera beaucoup. Et les églises, moi, je les interpelle et on essaye de le vivre pour qu'on puisse organiser ces lieux de rencontre fraternelle, qui ne soient pas des lieux de prosélytisme, surtout pas, mais qui sont des lieux où on a notre place aussi, nous, pour organiser la rencontre des citoyens. Et cette rencontre, c'est par exemple à Montpellier qu'elle s'organise. Tissia et les jeunes de son église ont rendez-vous à la mosquée de la Paillade. Ils sont accueillis par les responsables du culte musulman. Vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous ici. Ici, on se trouve dans un quartier de la Paillade, un quartier il y a beaucoup de notre communauté musulmane. C'est la plus grande mosquée régionale. C'est une mosquée qui peut accueillir jusqu'à 2000-2500 personnes. Les femmes sont partout et au moment de la prière, on s'avance et pour être ensemble, c'est très important à l'islam, prier ensemble. On dit que la prière ensemble a beaucoup plus de valeur que la prière en solitaire. Il se met comme ça, et puis il demande pardon, et puis se remet.
La religion musulmane, c'est quelque chose que je connaissais pas en fait. Et c'était émouvant de découvrir quelque chose. Voilà, on en parle à tort, je pense. Aller à une mosquée en plein cœur de cette religion, de cette culture, ça permet de vraiment comprendre et c'est là qu'on commence vraiment à apprendre, à connaître l'autre. Vous savez qu'en ce moment, on passe des moments très très difficiles, surtout pour nous musulmans, parce que on est les premières victimes de ce qui se passe dans le monde musulman. Et donc notre objectif, c'est de s'ouvrir sur l'autre et que l'autre, il voit qu'est-ce qu'on fait. Une ouverture qui prend forme avec ces dessins offerts par les enfants de l'école coranique. Vous voyez par exemple là, il y a une église, une mosquée. Entre chrétiens, musulmans, juifs, nous sommes tous des Français. Je voudrais vous remercier beaucoup, et pas seulement moi toute seule, parce que ça, je ne vais pas le garder dans mon bureau, mais je vais le mettre à la margelle. Des dessins avec des messages naïfs, mais essentiels. Et c'est avec les jeunes de l'église protestante que Ticia va partager ce cadeau. On a la preuve par des dessins que justement il y a une volonté de communiquer entre les différentes religions. Je trouve ce message très fort. Nous sommes chrétiens, nous sommes juifs, nous sommes musulmans, nous sommes tous français. Ben c'est exactement ça, on est tous pareils en réalité. Et que on a le droit d'avoir une religion, d'avoir des pensées, mais en réalité on est tous des hommes. Plus, ça va même plus loin que français, c'est-à-dire on est tous des hommes et des êtres humains. Même les mots qu'on ne comprend pas, qui sont écrits en arabe, avec les symboliques auxquels ils sont rattachés, comme ici avec la colombe et le rameau d'olivier, on comprend tout de suite le message de paix et d'espérance que ces enfants ont voulu nous faire passer. C'est ça qui est très beau. On ne naît pas raciste. Quand on est enfant, il y a un enfant à côté de nous qui soit noir, qui soit juif, qui soit arabe, n'importe quoi, on va vers lui et on joue avec lui. Et je sais pas, qu'est-ce qui fait que qu'on devient raciste et qu'il y ait cette haine entre les religions, entre les patries, entre tout. Il manque des lieux de frottement. Et le lieu de frottement, ce serait d'abord, la rue. Le fait qu'on se regarde, on se parle, qu'il puisse y avoir des petites interactions déjà. Et puis des lieux où il y a des interactions, des frottements un peu plus chauds. Je pense que les églises ont une responsabilité. Je pense que les églises, c'est des lieux où les gens peuvent se frotter, se montrer qui ils sont, ne pas tout le temps éviter les questions qui fâchent, glisser, laisser tomber. Peut-être que les religions doivent regarder en elles-mêmes les maillons faibles, ce qui les détruit, les démons qui les menacent. Mais elles doivent aussi promouvoir ce qu'elles ont de magnifique, et notamment ce qu'elles ont en termes de discours sur ce qu'est l'humain. Et nous avons aujourd'hui à faire face à des personnes qui mettent en cause notre compréhension commune de l'humain. Et là, les religions et la République sont ensemble. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, beaucoup de responsables religieux de toutes les religions, sans exception, font attention à ce que j'évoquais à l'instant concernant les maillons faibles. Non seulement la question de l'égalité homme-femme, non seulement la question de la liberté de conscience, la liberté de changer de religion, de ne pas en avoir même, de quitter, la liberté de découvrir la joie d'une confession, mais aussi, je pense, à la question de la radicalisation. Et je sais que dans l'islam, et en France en particulier, les responsables sont très attentifs. Pour aider à cette prise de conscience, les protestants ont pris l'initiative d'inviter les représentants du culte musulman et israélite. Cette liaison entre religions n'aurait aucun sens si au préalable il n'y avait pas des relations interpersonnelles fortes. Un dialogue interreligieux plus que jamais nécessaire pour que chacun trouve sa place dans la République de France. Les protestants sont en cela un exemple d'intégration d'une minorité religieuse au sein de la société laïque. Il faut des religions dans les sociétés, mais pas trop. Enfin, comme le sel dans la soupe, il faut des choses qui aient du sens, très fort comme ça, mais il ne faut pas non plus que le religieux sature la société.
Et ça, c'est le risque qui pend au nez de certaines sociétés où le religieux tend à être omniprésent. Mais quand il est éradiqué, c'est tout aussi mauvais, puisque au cœur de la culture, il y a le culte. Au cœur de la culture, au cœur de la civilisation, il y a cette reconnaissance d'une altérité, de quelque chose qui nous précède. Nous ne sommes pas les inventeurs de ce monde. Il y avait quelque chose avant nous, quelqu'un avant nous, et il y aura quelque chose ou quelqu'un après nous. La foi, pour moi, ça me donne une sorte d'envie de mieux écouter, de mieux entendre, de mieux comprendre. Comprendre au sens où tout est compris dans la main de Dieu, si je peux dire. Vous voyez, c'est ça que me donne la foi. Ça me donne ce pari qu'il y a un malentendu, il y a une grosse bêtise. Une grande partie des malheurs humains viennent de notre bêtise. Nous sommes bêtes, nous ne comprenons pas. Et je pense que se sentir dans la main de Dieu, c'est une manière d'élargir le sentiment de comprendre, d'être compris et de comprendre. Moi, je fais une grande différence entre l'optimisme et l'espérance, ou alors entre l'espoir et l'espérance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, ben voilà, avec ça, on ne construit pas grand-chose. Par contre, l'espérance, la foi, c'est posséder déjà ce qu'on espère, c'est-à-dire qu'on est dans la foi. Moi, je sais qu'il y a des signes d'espérance qui sont donnés déjà aujourd'hui et qu'il faut qu'on puisse mettre en valeur. C'est-à-dire que depuis les attentats, je sens qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites pour dire mais regardez ce qui se vit là, de beau, de bon, de solidaire, de fraternel. Les Français sont beaucoup dans l'émotion tout le temps. Et ça va peut-être retomber s'il n'y a pas d'attentat, et j'espère qu'il n'y en aura pas. Et peut-être l'émotion va encore retomber, comme ça s'est fait après Charlie Hebdo. Et on ne construira pas grand-chose comme ça. Il faut qu'à un moment donné, on passe de l'émotion à la construction de quelque chose de plus durable et plus stable. Et si l'État ne le fait pas, si l'État est toujours dans le sécuritaire, il faudra que les citoyens le fassent, quoi. Il y a quelque chose de l'épreuve collective dans cette affaire, et donc une espérance collective qui peut y répondre. Non pas seulement une espérance chrétienne d'ailleurs, qui elle est bien chevillée au cœur et au corps de chacun de nous, mais une espérance collective. Et peut-être qu'il y a là un défi pour le pays, et pour l'Europe, pour les démocraties. Les devises républicaines sont ici pour nous signaler que cette espérance peut être balisée par la liberté qu'il faut préserver, l'égalité qui nous tient les uns et les autres à équidistance de ces valeurs. Et puis surtout la fraternité qu'on avait oubliée, qu'on avait humiliée. Et il nous faudra apprendre à passer des fraternités assassines à des fraternités de réconciliation, des fraternités réconciliées. Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons périr ensemble, comme des imbéciles.